Première réunion du comité central de la CEI, la commission électorale indépendante, sanctionnée par l'adoption du chronogramme de travail pour des élections libres, équitables et sans violence en 2015. Gros plan sur le collège moderne de Katiola. La toiture du bâtiment administratif a été emportée par une grande tornade. Et puis 15 morts dans l'attaque d'un établissement universitaire au Nigeria. Il est 13h à Abidjan. Bienvenue à tous. La commission centrale de la commission électorale indépendante CEI a tenu hier sa première réunion depuis la mise en place du bureau de la CEI il y a 2 semaines. Une rencontre pour dévoiler le plan de travail de cette institution pour des élections libres et sans violence en 2015. On fait le point avec Léon Brou. Ajustement des règles et dispositifs en matière d'élection, révision de la liste électorale, préparatifs du scrutin présidentiel de 2015 à proprement parler, ce sont dans l'ordre des activités au programme de la commission centrale de la CEI, la commission électorale indépendante. Ce chronogramme prévoit comme première activité des séances de formation pour la mise à niveau des commissaires centraux en vue de la maîtrise des procédures de l'institution. La finalité, organiser en toute impartialité des élections libres et transparentes qui évitent à la Côte d'Ivoire d'autres crises post-électorales. En tout cas, l'ambition est affichée et le président Youssoufou Bakayoko y engage ses collaborateurs car, dit-il, il s'agit de faire de l'instrument électoral un modèle de démocratie tout en consacrant la différence entre la CEI version 2010 et celle en charge des élections de 2015. Alors que la structure de la première était conjoncturelle et avait vocation à refléter la situation particulière de la Côte d'Ivoire dans le contexte de crise, celle d'aujourd'hui est structurelle car elle répond au principe d'une situation institutionnelle et constitutionnelle normalisée. Cette dernière a donc vocation à être pérennisée. Je voudrais partager avec vous une ambition nouvelle, servir de modèle et de référence pour tous les pays en quête de démocratie. Faisons donc de notre commission électorale une commission dont la mission d'un membre n'est pas de faire de la politique, mais de permettre à la politique de se faire sainement et sans violence. C'est pourquoi le président de la CEI en a appelé à la responsabilité de chaque commissaire central, demandant de transcender les considérations politiques ou religieuses dans l'intérêt de la nation. On manquait à cette réunion qui fait suite à l'installation du bureau de la CEI, 6 commissaires centraux, dont 2 excusés. Et puis, les guides religieux invités à s'impliquer dans le processus de paix et de réconciliation en cours dans le pays. Et c'était au cours de la première édition de la Semaine de la paix et de la réconciliation organisée à Toumoudi. Commentaire, Kwadjo Kwame. Le forum des guides religieux du département de Toumoudi a décidé de s'impliquer activement dans l'édification d'une Côte d'Ivoire pacifiée et réconciliée. Pour y parvenir, le forum a initié une série d'activités en faveur de la paix dénommée Semaine de la paix et de la réconciliation. Le père Olivier Nakanabo, président du forum des guides religieux, a précisé qu'il s'agit pour sa structure d'organiser ces moments afin que la paix, ce don de Dieu dont l'humanité a toujours eu besoin, soit enfin mise en œuvre par les hommes. Pona Marcel, représentant le conseil régional du Bélier, s'est félicité de la tenue de cette semaine dédiée à la paix et à la réconciliation. Pour lui, ces activités permettront à Toumoudi et au-delà, à la Côte d'Ivoire, de désarmer les cœurs afin que tous les enfants du pays se tiennent la main pour le bâtir. Une conférence sur l'environnement a été prononcée à cette occasion. Assainir mon environnement, facteur de réconciliation. À travers ce thème, la population du Bélier a été sensibilisée
à entretenir et à nettoyer son cadre de vie. La première édition de la semaine de la paix et de la réconciliation à Toumoudi a été ponctuée par des prières dans les mosquées et les églises. La journée mondiale du cœur est célébrée le 29 septembre de chaque année, mais avant se tiendra la 6e campagne de sensibilisation et de dépistage de l'hypertension artérielle. Objectif, combattre l'hypertension pour protéger le cœur. La campagne aura lieu du 17 au 27 octobre prochain, nous explique Christelle Menan. Des millions de personnes vivent au quotidien avec des taux d'hypertension artérielle élevés et cela en toute ignorance. C'est ce que révèlent les séances de dépistage organisées annuellement par la Fondation de l'Institut de cardiologie d'Abidjan. Active dans la prévention des maladies du cœur, la Fondation sensibilise sur les principaux facteurs de risque cardiovasculaire, notamment l'hypertension artérielle. Cette hypertension artérielle qui est une élévation excessive de la pression qui règne normalement au sein des vaisseaux entraîne à long terme des dégâts. Cette personne peut donc, au niveau du cœur, ressentir une douleur qui est appelée communément angor ou crise angineuse, qui aboutit à ce que l'on appelle un infarctus du myocarde ou communément une crise cardiaque. Du 17 au 27 septembre 2014 se déroulera la 6e campagne de sensibilisation et de dépistage de l'hypertension artérielle en prélude à la Journée mondiale du cœur célébrée chaque 29 septembre. On croit que les maladies du cœur ne concernent que d'autres personnes, mais quand on y regarde bien, il y a dans nos familles, chacune de nos familles, des personnes qui sont concernées. C'est ensemble qu'on arrivera à combattre ce fléau et à reculer le taux de prévalence de l'HTA en Côte d'Ivoire. Les villes d'Abidjan, Agboville, Adzopé, Akupé sont les étapes de cette campagne financée en grande partie par des partenaires du secteur privé ivoirien. Entreprise, par ailleurs donatrice de matériel médical à l'Institut de cardiologie d'Abidjan, un don évalué à 6 millions de francs CFA est remis lors du lancement de cette 6e campagne de sensibilisation et de dépistage de l'hypertension artérielle. Tueur silencieux, cette pathologie arrive en tête de liste des facteurs de risque des maladies cardiovasculaires. Sa prévalence dans la population ivoirienne serait d'au moins 30%. Des experts américains aux côtés du gouvernement ivoirien pour lutter contre l'entrée d'Ebola en Côte d'Ivoire. Ces experts sont venus évaluer le système sanitaire ivoirien dans le cadre de la lutte contre le virus Ebola pour apporter leur soutien au gouvernement. Au cours d'une conférence de presse, ils ont félicité la Côte d'Ivoire pour la stratégie adoptée pour prévenir cette épidémie. On fait le point avec Emmanuel Niamien. Au premier plan des nations qui apportent de l'aide aux pays touchés par le virus d'Ebola, les États-Unis. À ce jour, le gouvernement américain a mobilisé plus de 175 millions de dollars, soit environ 87 milliards 500 millions de francs CFA. La Côte d'Ivoire, qui partage ses frontières avec la Guinée et le Libéria, des pays déjà touchés par cette épidémie, n'est pas oubliée. Cette équipe d'experts américains qui séjourne depuis une semaine à Abidjan est venue évaluer le dispositif sanitaire du pays et aussi apporter son soutien pour prévenir cette maladie. Pour cette première phase d'évaluation, les experts félicitent les autorités pour les dispositions déjà prises, mais ils proposent la mise en place d'un centre de commandement. On sait que pendant les urgences, souvent, les plus grands problèmes sont au niveau de la coordination et de la collaboration. Alors, on peut avoir des très bons systèmes en place, mais s'ils ne sont pas bien coordonnés, souvent, on perd beaucoup de temps. Il serait bien que le gouvernement aussi de peut-être avoir une salle dédiée à la coordination des efforts et à la collaboration entre les partenaires. Même si à ce jour aucun cas de virus Ebola n'est diagnostiqué en Côte d'Ivoire, la mise en place de ce centre, selon Dr Lise Martel, peut servir à prévenir d'autres épidémies. Ce n'est pas comme si on perd son temps à préparer pour l'Ebola si ça n'arrive pas. Alors si ça n'arrive pas, si vous avez mis un système en place, par exemple un centre de commande, vous pouvez utiliser ce centre de commande pour faire la réponse à toutes sortes d'autres urgences. L'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, aux côtés des experts du Centre de contrôle et de prévention des maladies CDC, précise que les États-Unis continuent leur appui aux pays en détresse. D'ailleurs, souligne-t-il, 3000 soldats américains sont en route pour Monrovia et 17 centres de traitement de la maladie sont en construction pour accueillir les 500 travailleurs de la santé formés par semaine pour prodiguer des soins directs aux patients en toute sécurité. Et puis la volontaire française de Médecins sans frontières contaminée au Libéria par le virus Ebola a été rapatriée dans la nuit de jeudi à vendredi et hospitalisée près de Paris, scénario auquel se préparent les autorités depuis des semaines. Regardez.
Conférence de presse au siège de Médecins sans frontières à Paris. Quelques heures auparavant, on a appris qu'une volontaire française de l'ONG avait été contaminée alors qu'elle travaillait dans un centre de traitement Ebola au Libéria. Elle a été placée en isolement mardi dès l'apparition des premiers symptômes. C'est une volontaire française qui était en mission pour Médecins sans frontières depuis quelques semaines et qui a développé les premiers symptômes, une fièvre, et donc on a directement isolé la personne. La jeune femme devrait être rapatriée ce jeudi en France par avion médicalisé. La première chose qu'on essaie de faire, elle sera admise de rapatrier la personne en Europe. Le centre de traitement où elle était en mission, le voici. Pour Médecins sans frontières, il s'agit maintenant de déterminer comment la contamination a pu se produire, et ce malgré des mesures de sécurité drastiques. C'est la première expatriée de MSF à être touchée, mais pas la première personne travaillant pour l'ONG. Plusieurs membres du personnel en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria ont été contaminés. 3 sont morts, tous infectés par des contacts en dehors de leur travail. À Monrovia, l'équipe est sous le choc. Dans toute la région, il y a un risque d'infection pour les gens qui travaillent. Peu importe s'ils travaillent dans la structure d'isolation ou à l'extérieur. Et on connaît ce risque et on l'assume. À Monrovia, le centre de traitement Ebola continue à fonctionner, contraint de refuser des malades, faute de place. Et ici en Côte d'Ivoire, la lutte contre le virus Ebola au centre de la rencontre du Conseil régional de l'Ole-du-Bois. C'était aussi l'occasion pour le Conseil de dresser le bilan de ses activités. Plusieurs projets en direction de la population sont en voie d'achèvement. Commentaire, Thérèse Tapéoboué. La mobilisation contre la fièvre à virus Ebola continue en Côte d'Ivoire. Dans le Lot-du-Bois, département de Divo, à l'occasion de la 2e session du Conseil régional, le préfet Joseph Pandro a rappelé à tous la nécessité de vulgariser les mesures de protection contre le virus Ebola qui sévit dans la sous-région. L'administrateur civil a invité les conseillers régionaux à être des relais efficaces de l'État auprès des populations afin que cette maladie, qui a fait plus de 2400 morts dans les pays voisins, n'entre pas en Côte d'Ivoire en général et dans le Lot-du-Bois en particulier. Autre sujet abordé au cours de cette session, l'état d'exécution des projets en direction de la population. En effet, sur 98 projets, 43 ont effectivement démarré et d'autres en voie d'achèvement, notamment l'électrification du site qui va abriter plusieurs usines de transformation de produits agricoles et une école supérieure agronomique dans le village de Dagrom. Ces projets qui concernent l'éducation, la santé, l'hydraulique, l'électrification et les infrastructures routières vont coûter environ 6 milliards de francs CFA. Plus de 2500 personnes décédées de la fièvre Ebola. La situation est inquiétante, surtout en cette période de rentrée scolaire. Le ministère de l'Éducation nationale, à travers la direction de la mutualité et des œuvres sociales en milieu scolaire, s'implique dans la sensibilisation. Un atelier est organisé à cet effet, nous dit Noussangaré et Serge Gongoumé. Plus de 2500 personnes décédées de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Face à la virulence de cette maladie dans la sous-région, le gouvernement ivoirien entame depuis quelques mois une campagne de sensibilisation contre cette pandémie. La direction de la mutualité et des œuvres sociales en milieu scolaire, DEMOS, ne veut pas rester en marge de cette campagne de sensibilisation. Pour ce faire, elle a organisé un atelier de formation des membres du Conseil consultatif de l'éducation nationale et de l'enseignement technique, CCNET. Objectif, renforcer les capacités des membres de ce conseil afin que ces derniers soient des relais d'information auprès des acteurs du système éducatif ivoirien. Il faudrait que chacun puisse être sensibilisé de la façon la plus nette possible si nous voulons que le virus n'ait pas accès à nos écoles. Avec un poids démographique de 4 622 683 personnes, le secteur éducation-formation représente près de 21% de la population nationale. C'est pourquoi, pour les participants, cet atelier de formation sur la fièvre hémorragique à virus Ebola est la bienvenue. Nous allons bénéficier de cette formation pour permettre à nos enfants de s'approprier ces nouveaux réflexes, faire en sorte que le lavage des mains soit systématique
et au-delà, faire en sorte que toute la communauté soit formée également. Ce sera d'une très grande utilité parce qu'avant d'aller vers les établissements privés, il faut que nous-mêmes nous soyons suffisamment outillés pour en parler autour de nous. La maladie a été découverte en 1976 près du fleuve Ebola en République démocratique du Congo. Jusqu'à ce jour, aucun cas n'a été déclaré en Côte d'Ivoire. Les élèves de l'école primaire publique de Kouté Village entament une bonne rentrée scolaire. Ces élèves ont reçu 1000 kits scolaires, un geste d'une structure de commerce en ligne. L'objectif de ce don est de soutenir les parents dans la formation de leurs enfants, nous dit Serge Kongoumé. Lueur d'espoir pour les élèves de l'école primaire publique de Kouté Village et leurs parents, des kits scolaires et des sacs d'une valeur de 4 millions de francs CFA. C'est le don fait aux élèves de l'établissement par l'entreprise Jumia, une structure de commerce en ligne. Coût du don, 4 millions de francs CFA. Les responsables de cette entreprise entendent contribuer ainsi aux efforts de formation des élèves et de développement en Côte d'Ivoire. Pour les communautés villageoises et éducatives, ce geste est un soulagement. C'est la toute première fois que nous recevons des kits ici à l'école primaire publique de Kouté Village. Et donc ça nous fait plaisir, très grand plaisir, dans la mesure où c'est la rentrée et ces kits-là sont les bienvenus. Depuis des années, le gouvernement fait des dons de kits et cette fois c'est une organisation, une structure privée pour dire que la vision est en train de prendre. Et cela nous encourage parce que nous pensons qu'ici, cet acte de soutien aux parents peut être pérennisé avec l'apport d'autres structures. L'inspecteur de l'enseignement primaire de Yopougon-Kouté, Jules Mbesso Ndoa, a saisi l'occasion pour appeler les villageois à adopter un comportement citoyen en mettant fin à la transformation de l'établissement en dépotoir et hôtel de passe les nuits. Quant à l'entreprise bienfaitrice, elle promet de poursuivre ses actions en faveur des élèves dans d'autres établissements. En cette rentrée scolaire, le personnel enseignant du collège moderne de Katiola a des soucis. La toiture du bâtiment administratif a été emportée par une grande tornade, une situation qui ralentit les actions du personnel administratif du collège. Cependant, les cours ont effectivement débuté dans cet établissement. Reportage, Soro Corona, commentaire, Kwadjoukwame. Difficile rentrée scolaire 2014-2015 au collège moderne de Katiola. L'administration de cet établissement scolaire n'a plus de locaux depuis le 26 août 2014. Tout le matériel de travail n'a pas été épargné. Cela après une grande tornade qui s'est abattue sur la ville de Katiola. La salle des fêtes de l'école est également hors d'usage. Cette salle abrite provisoirement le bureau du principal, le Sansora, l'économa et la salle des professeurs. Conséquence, l'administration du collège moderne de Katiola tourne au ralenti. Imaginez une administration sans bureau, une école sans administration. Vraiment, le travail se fait comme ça. Administrativement, ne sont pas du tout couverts et cela a une incidence sur le travail. Les salles de classe n'ont pas été touchées. Les cours se déroulent donc parfaitement, suivant les consignes données par la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Kandia Kamara Kamisoko. Même constat au lycée moderne de la ville, où le corps enseignant est à l'œuvre. Cependant, les deux établissements secondaires publics de la ville de Katiola sont confrontés à un problème de table-banc. Nous avons quelques difficultés, notamment l'insuffisance de table-banc dans les salles de classe. C'est vraiment la difficulté majeure que nous avons pour le moment. Nous n'avons pas de table-banc. À tel point qu'il y a 2 salles qu'on n'a pas pu ouvrir à manque de table-banc. Et ça, c'est les tables-bancs qu'on a essayé de racouler. Le collège moderne de Katiola a ouvert ses portes à la rentrée scolaire 1961-1962. Depuis cette date, cet établissement n'a connu aucune réhabilitation. Remise de kits scolaires aux élèves de la sous-préfecture de Gadouan dans la région de Daloa. C'est un don de la MUDESA, la mutuelle pour le développement des Alouans, pour soutenir les élèves afin de les inciter à l'excellence. Commentaire, Emmanuel Niamien.
Ce sont les 24 meilleurs élèves de l'année 2013-2014 du groupe scolaire des Aliouans dans la sous-préfecture des Gadouans, département de Daloa, notamment les admis en 6e qui ont reçu chacun un kit de fourniture scolaire. Selon le président de la MUDESA, la mutuelle de développement des Aliouans, à travers ce geste, la mutuelle entend s'inscrire dans le développement et le renforcement des capacités des élèves et du personnel enseignant. Maxime Zobo a souligné aussi que cette action, qui est la première du genre, depuis l'ouverture de ce groupe scolaire en 1957, sera désormais une institution pour inciter les élèves à cultiver l'excellence. Le sous-préfet de Gadouan, Lekpe Filbert, a saisi l'occasion pour encourager les récipiendaires à poursuivre sur cette lancée avant d'exhorter ceux qui n'ont pas été primés à prendre conscience qu'ils doivent redoubler d'efforts pour emprunter le train de l'excellence. Des propos soutenus par le conseiller pédagogique Kassi Kwame, le chef du village et les responsables de COGES, qui se sont également félicités de cette initiative qui vient combler les parents en cette rentrée scolaire. Parlons développement à présent. La jeunesse du département de Dabou veut œuvrer pour le développement de sa localité et s'inscrire dans la politique de l'émergence de la Côte d'Ivoire prônée par le président Alassane Ouattara. Pour réussir ce pari, cette jeunesse s'est réunie récemment pour parler cohésion sociale et pour parler également de la lutte contre le virus Ebola. Commentaire Honorine Aïngouri. Sans la paix, il ne peut y avoir de développement. La jeunesse de Dabou l'a si bien compris qu'elle a organisé récemment un rassemblement à l'initiative de Ibrahim Diané, leader de la jeunesse de cette localité. Il a prôné l'entente à cette occasion pour le développement harmonieux de la région. Il a été aussi question de la lutte contre le virus Ebola. Je tiens à remercier le gouvernement de la Côte d'Ivoire, notamment le président Alassane Ouattara, pour l'initiative prise par rapport aux préventions de l'Ebola. Et je profite aussi de l'occasion pour lancer un appel à tous mes camarades jeunes, à toute la population ivoirienne, à suivre ces instructions-là, afin que l'Ebola puisse rester loin des frontières ivoiriennes. Cette rencontre a mobilisé la quasi-totalité de la jeunesse de Dabou, signe de son engagement à œuvrer pour le développement de sa région. Et dans le domaine de l'agriculture, la Fédération nationale des travailleurs du textile, du coton et de l'anacade a désormais son siège à Boaké. Il a été inauguré en présence de nombreux acteurs de ces deux filières. Cette fédération veut apporter sa contribution à la relance de la filière coton. Reportage Soro Corona, commentaire Kader Sogodogo. Regroupés au sein de la Fédération nationale des travailleurs du textile, du coton et de l'anacade, FENAT Kassi, les acteurs des filières coton et anacade ont fédéré leurs forces et énergies afin de rendre ces filières plus dynamiques et compétitives. Pour plus d'efficacité et de rentabilité sur le terrain, cette fédération a désormais un siège à Boaké. Il a été officiellement ouvert et présenté aux acteurs des filières. Les différents intervenants ont encouragé l'initiative de la Fédération nationale des travailleurs du textile, du coton et de l'anacade. Le PCA de l'Intercoton a exhorté les membres de la fédération à plus d'actions sur le terrain afin de relancer la filière coton. Sekongo Drissa, président de la FENAT Kassi, a demandé aux acteurs de fréquenter le nouveau siège dans le but d'être informés sur la vie de la fédération et des filières coton anacade. La filière coton vient de loin. La crise avait beaucoup effondré la filière. Cette dernière année, les acteurs ont beaucoup travaillé pour rehausser la filière à un niveau que nous connaissons aujourd'hui. Et je pense que, fort de tout l'effort qu'ils ont produit, on se doit de les accompagner dans toutes les initiatives qu'ils essaient de mettre en place. À tous les travailleurs et tous nos employeurs donc de s'impliquer dans cette nouvelle vision des travailleurs. Le syndicalisme demeure, mais nous voulons avoir notre vision de l'approche participative des travailleurs dans le développement des filières. Après la coupure du ruban symbolique, les membres de la FENAT Kassi ont pu visiter leur nouvelle maison. Une conférence sur la certification internationale agricole a réuni à Yamoussoukro tous les acteurs du secteur. Objectif, réfléchir sur les problématiques liées à la certification des produits agricoles africains. Reportage Charles Tatou. Les marchés occidentaux prennent des mesures contraignantes et renforcent le cadre juridique et légal sur l'entrée des produits agricoles africains. La certification est l'un des processus indiqués pour garantir à ces consommateurs européens la provenance d'un produit
et le respect de certaines pratiques. Face donc aux enjeux que représente l'agriculture dans l'économie ivoirienne, certaines structures du domaine agricole s'engagent à apporter leur contribution à la prise de conscience des différents acteurs, mais surtout des États des pays producteurs pour leur implication dans le processus de certification. L'exemple de Cory Gils, qui, à travers une conférence internationale sur la certification, a réuni à Yamoussoukro les différents acteurs africains et européens des filières agricoles. En Côte d'Ivoire, nous avons 300 000 tonnes de cacao certifiées. Nous avons 16% du café mondial qui est certifié et 90% de la banane ivoirienne certifiée. Que fait l'État pour accompagner les producteurs? Quelle politique d'encadrement est mise en place justement pour que ces producteurs puissent être conformes aux normes internationales? Et quel financement est mis à leur disposition pour qu'ils puissent mettre en œuvre ces programmes de certification? Donc c'est la raison pour laquelle nous avons invité tous les acteurs du système, c'est-à-dire les producteurs, les exportateurs, les industriels, les organismes de certification eux-mêmes, l'État et les organismes de financement, pour qu'on puisse trouver ensemble des solutions idoines et mieux améliorer le processus de certification. Very good. It's very relevant. Quand vous regardez le monde agricole de façon générale, l'Afrique est en retard. Vous regardez par exemple les pays de l'Amérique latine, le Vietnam et autres, ce sont des pays qui ont la certification. Donc l'objectif de l'Afrique, c'est d'abord de lever les contraintes qui bloquent son évolution. Une fois que ces contraintes sont levées, en ce moment-là, l'Afrique va viser la qualité et naturellement vers la certification. Durant 3 jours, les participants mèneront des réflexions sur les réponses adéquates aux problématiques liées à la certification. De même, ils identifieront et définiront le rôle de chaque acteur. Et hors de nos frontières, au moins 84 fidèles sud-africains sont morts dans l'effondrement d'un immeuble à Lagos. Et toujours au Nigeria, 15 personnes ont perdu la vie dans l'attaque d'un établissement universitaire. Des images pour en témoigner. Le choc et l'émotion sur le campus de Kano, au nord du Nigeria. 6 hommes armés ont tiré sur des policiers qui gardaient les lieux avant d'assaillir l'université. Ils ont abattu des gens avec leurs armes. À chaque fois qu'ils voyaient quelqu'un, ils lui tiraient dessus. Certains sont entrés dans le nouvel auditorium avec des bombes. Tout le monde était en plein cours. Ils sont entrés et ils ont jeté 2 explosifs dans l'auditorium qui se trouve juste en face de nous. Ensuite, ils ont tiré. La suite, un carnage dans l'auditorium. Les kamikazes ont tué 15 personnes, une trentaine d'autres sont soignées à l'hôpital. Aucune revendication, mais des témoignages affirment que les assaillants ont demandé à des étudiants de s'allonger sur le sol en leur criant « C'est donc vous qui dites que Boko Haram n'existe pas ». Boko Haram, une piste privilégiée par les autorités. La secte islamiste, dont le nom signifie « l'éducation occidentale est un péché », a déjà attaqué ces derniers mois plusieurs établissements scolaires au nord du Nigeria. Et puis toujours à l'étranger, la France a lancé depuis ce matin ses premières frappes aériennes contre l'organisation de l'État islamique en Irak. Dans l'actualité sportive, demain dimanche au stade Champrou de Makori, le COE Sport de San Pedro affronte l'AS Léopard de Dolisie dans le cadre des phases allées des demi-finales de la Coupe africaine de la Confédération de football. Les Ivoiriens espèrent ce dimanche prendre une option sérieuse sur les Congolais en vue d'une place en finale. L'accès au stade est offert gracieusement au public. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité.